Bonjour, voici pourquoi rechercher ou éviter chaque type de moteur. À la base, on a notre mono, un piston dans un cylindre. Le gros avantage, c'est le coût. Je n'ai besoin que d'un seul carburateur, une culasse, une commande de soupape, un système d'échappement. À moins de s'enfoncer une bougie romaine dans le cul, c'est le moins cher des moteurs à combustion interne. Je choisis les monos quand j'achète des vieux tas de merde, parce qu'ils cachent assez peu de surprises. Un autre avantage, c'est la longueur des écarts de puissance. Les moteurs à 4 temps ne font boom que sur un des 4 temps, soit 180 degrés du cycle de 720 degrés du vilebrequin. Les monocylindres ont donc 540 degrés de silence. Ils font bang, pause, 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 bang, pause, pause, pause. Au niveau de la roue arrière, en vitesse supérieure, ça représente qu'une impulsion de puissance par révolution du pneu. Ce qui donne à la gomme tout ce temps-là pour retrouver du grip. Ce sont donc les monos qui font les meilleures motos tout-terrain. En tournant la poignée, vous ferez glisser le pneu sur une fraction de tour, ce qui permet de sentir facilement et sans effort la limite de l'adhérence puisque vous ne perdez pas tout le pneu par rotation. Cependant, on dirait une tondeuse à gazon. La cadence, boum, 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 c'est la raison pour laquelle ils sont associés à des marteaux-piqueurs. Un autre inconvénient, c'est la vibration. On a un piston qui monte et qui descend, un contrepoids qui se déplace de haut en bas, on se retrouve donc à se secouer le poireau pendant un demi-tour. C'est la raison pour laquelle les gros monos tremblent beaucoup et ne peuvent généralement pas dépasser les 7000 tours minute sans s'effondrer. Il y a aussi des limites à la taille du piston avant qu'il se désagrège. C'est pour ça que les monocylindres ont tendance à plafonner autour de 650 cc. Et à 7000 tours minute, c'est pas très rapide. Pour aller plus vite, il faut augmenter la capacité en ajoutant des cylindres. La méthode la plus simple et la plus ancienne, c'est le bicylindre en V. Vous voyez que nos pistons attaquent sous deux angles, ce qui permet d'utiliser le même maneton sur le même vilebrequin, mais obtenir une double puissance. Les premiers bicylindres en V n'étaient pas plus encombrants que les monos, seulement 20 degrés entre les cylindres. Cependant, les moteurs modernes à gros calibre utilisent des pistons larges, et ces jupes se fissurent entre elles au point mort bas. Donc le bicylindre en V a dû s'élargir. Et s'élargir. Aujourd'hui, les bicylindres en V sont généralement espacés de 50 degrés, ou plus. Ducati appelle ces bicylindres à 90 degrés des bicylindres en L. Un tel espace signifie qu'on a besoin de deux systèmes d'alimentation distincts, deux culasses séparées, deux entraînements de cam, de train de soupape, double perte de friction, double complexité, double coût. Mais il y a pire. Pour passer de l'air entre les cylindres, vous perdez la moitié du volume du réservoir. Et imaginez la chaleur. Comment on fait pour garder tout ça au frais quand c'est coincé entre deux pistons ? Comment éviter la surchauffe du cylindre arrière quand il est abrité par l'avant ? C'est une forme inéluctablement peu commode à intégrer dans une moto. J'ai de l'espace libre, mais je ne peux pas vraiment l'utiliser. Et un espace plein que j'aimerais pouvoir utiliser pour le pivot du bras oscillant, mais je ne peux pas. C'est pour ça que les V-Twin ont tendance à être de très longues motos pour cruiser, qui préfèrent les routes droites. After a complete circle of the city, the racer who returns first before the record stops wins the right to seek the prize. C'est dans les labyrinthes étroits de Londres que les Britanniques ont trouvé une solution plus compacte, le bicylindre en ligne. Avec deux pistons côte à côte, les bicylindres en ligne sont horizontalement courts. De plus, on peut à nouveau utiliser une seule tête, un seul arbre à cam, une seule commande de soupape, les prises d'air sont toutes du côté droit, les échappements se trouvent naturellement de l'autre côté,
Et c'est pas pour rien que les bicylindres en ligne sont les moteurs les plus utilisés. Cependant, parce que les pistons sont côte à côte, les bicylindres en ligne nécessitent un vilebrequin plus long avec des manetons séparés. Comme un petit gros qui arrive près de la balançoire à bascule, on est face à un problème d'équilibre. La première idée, c'est d'allumer les jumeaux à 180 degrés l'un de l'autre. Ainsi, lorsqu'un piston monte, l'autre descend, ça semble équilibré. Et c'est le cas sur l'axe des Y. Mais regardez, les pistons agissent sur des points différents. Alors qu'un piston tire vers le haut ici, l'autre pousse vers le bas ici. Bascule, 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 c'est ce qu'on appelle un couple à bascule. Donc, ce qui est un peu chiant sur une moto peut être catastrophique sur un avion en bois. Donc Max Friese, ingénieur aéronautique de la Première Guerre mondiale, a construit les boxers, deux pistons qui se frappent l'un l'autre. Vous pouvez constater que les forces exercées par les pistons sont intrinsèquement balancées. Et comme les têtes n'ont pas à se dégager l'une de l'autre, elles peuvent agir pratiquement au même endroit sur le vilebrequin. Pas de couple à bascule. Et comme les cylindres sont plats, il est plus facile de pomper l'huile dans le moteur. Moins de lutte contre la gravité, plus de puissance. Les avantages s'additionnent. Si vous avez une largeur d'1,20 m, BMW a dû notoirement soudoyer Max avec un poêle à charbon dans une Allemagne ravagée par la guerre pour qu'il envisage de monter un boxer sur une moto. C'est un choix illogique pour prendre des virages ou pour couper à travers la forêt. Et il doit être alimenté par les larmes des ingénieurs. Mais les boxers sont devenus emblématiques. Et ils le restent. En grande partie parce que leur centre de gravité très bas permet au vieux monsieur de se hisser facilement sur une béquille latérale. Le prochain sur ma liste à la con, c'est le 3 cylindres. 3 petits canards en ligne et si vous regardez attentivement, vous remarquerez qu'au moins un piston est toujours en mouvement. Sur les monos et les bicylindres, il y a un moment d'arrêt. Soit au point mort haut, soit au point mort bas, soit l'un de chaque, aucun piston n'est en mouvement. On appelle ça le déséquilibre inertiel parce que le vilebrequin fait wouch, 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 accélérant et freinant à chaque rotation. Mais sur un triple, si ce piston est arrêté, ces deux-là sont en mouvement. Si celui-ci est arrêté, ces deux-là sont en mouvement, le momentum est égalisé sur le vilebrequin, de sorte qu'il puisse tourner plus vite et augmenter le régime. On sait que la puissance est proportionnelle au multiple du régime, de sorte que les triples peuvent produire plus de puissance, mais comme on dit, j'ai pour vous une bonne et une mauvaise nouvelle. Parce que le reste, ça craint. 3 est un nombre inégal de cylindres, et un chien à 3 pattes ne peut pas avancer en douceur. On pourrait l'équilibrer sur Y, mais ça foutrait la merde sur X. On pourrait le balancer sur X, et ça ruinerait Y. Ajouter un arbre d'équilibrage 2, 10, ça n'a aucune putain d'importance. Les triples trembleront toujours, et ça me gonfle au plus haut point. Du coup, on passe aux 4 cylindres en ligne, un nombre pair et agréable. Souvenez-vous de notre cycle de 720 degrés. Divisé par 4 cylindres, soustrayez la longueur de 180 degrés d'une course de puissance pour obtenir 0. C'est-à-dire 0 temps pendant lequel le vilebrequin ne reçoit pas de puissance. 0 silence. Pour la première fois, c'est pas boum, boum, boum. C'est C'est pourquoi on surnomme les 4 cylindres en ligne les hurleurs.
Les 4 cylindres équilibrent tous les pistons et les 2 couples de balanciers, ce qui leur permet de tourner extrêmement vite. Le max de puissance par déplacement. Cependant, il y a un inconvénient de taille. Une petite saloperie qu'on appelle le déséquilibre secondaire. Voici notre piston sur sa manivelle. Au point mort haut, puis à 90 degrés, puis au point mort bas, puis à 270, puis à nouveau au point mort haut. Mais comme Pythagore était une petite salope, cette hauteur n'est pas à mi-chemin, c'est un tout petit peu moins de la moitié. Donc notre piston doit se déplacer plus vite pour arriver ici, puis plus lentement pour arriver ici, puis à nouveau plus lentement pour arriver ici, puis plus rapidement pour arriver ici. Ça signifie qu'une force doit exister à mi-course pour changer la vitesse du piston par rapport au haut et au bas. Ah bah merde! Les 4 en ligne ont le pire déséquilibre secondaire possible. C'est pas fatal. Les ingénieurs ajoutent simplement un arbre d'équilibrage pour y remédier, mais les geeks détestent déplacer du poids pour le plaisir de déplacer du poids. C'est pour ça que je vais pas à la salle. Notre seule solution, c'est la licorne, l'inaccessible, le 6 en ligne. On parle de la Honda CBX, on parle de la Kawasaki Z1300, on parle de la Benelli Sei. Une chanson qui ne fut chantée que 3 fois, mais qui résonne toujours à nos oreilles. Entendez-vous la perfection théorique? Notre 6 cylindres en ligne est le plus petit moteur possible avec un équilibre parfait. Toutes les forces primaires, les couples de bascule, toutes les forces secondaires sont naturellement neutres. Même le volume du carter reste continu afin de ne pas subir de perte de pompage en comprimant l'air. Mais, et c'est le plus gros mais que tu n'aies jamais vu, on en revient au problème du boxeur. À quoi ça sert d'avoir un beau moteur qui se transforme en crayon à bitume au bout de 30 degrés d'inclinaison? Revenons en arrière et réarrangeons notre 4 en ligne en un V4. Ok, les forces secondaires ne s'annulent pas, mais avec la forme en V, elles ne s'additionnent pas non plus 1 à 1. À cause de l'angle, c'est plutôt 1 plus 1 égale 1,4. On a une force de basculement plus faible, agissant sur un vilebrequin plus court. Et comme les pistons séquentiels sont situés sur les côtés opposés du moteur, on peut utiliser des grands alaisages sans avoir besoin d'un long bloc. Je me permets une affirmation audacieuse. Le V4 est le meilleur moteur pour une moto, un point c'est tout. Un équilibre presque parfait qui permet d'obtenir une puissance de 20 000 tours minute avec un gros alésage dans un cube de taille correcte. Il suffit de regarder la grille de départ du MotoGP, Ducati, Aprilia, KTM, Honda. 22 des 24 motos les plus rapides du monde sont des V4. Cependant, ces motos coûtent 1,5 million de dollars. Pour faire tenir 4 pistons sur un vilebrequin court, il faut des palettes et des roulements très fins. Et pour faire ça, il faut embaucher Magneto pour les usiner en adamantium. Honda a dépensé une fois pour ses VFR, Yamaha pour sa VMAX, Ducati et sa Panigale, Aprilia avec la RSV. Mais ils sont généralement introuvables, donc si vous avez l'occasion de posséder un V4, faites-le. Les monos, pour économiser des sous et rouler sur la terre. Les bicylindres en V ajoutent de la puissance si ça ne vous dérange pas d'ajouter de la longueur. Les bicylindres en ligne se traînent un peu et font un bruit de machine à coudre, sauf s'il s'agit d'un de ces nouveaux moteurs à 270 degrés. Les boxeurs, c'est con, les triples sont intrinsèquement déséquilibrés. Vous les verrez commercialisés comme crus, mais si quelqu'un vous vendait un hamburger cru, est-ce que ce serait souhaitable ? Les 4 en ligne sont de vrais hurleurs. La puissance constante est un meilleur moyen de monter rapidement en régime, mais il faut un arbre d'équilibrage. Les 6 cylindres en ligne sont théoriquement idéaux, mais quasi irréalisables. On a graduellement fait augmenter la largeur et le coût, et c'est là que ça arrête de marcher. Merci beaucoup d'avoir regardé, et oui, j'ai oublié quelques moteurs. Je ne peux pas parler de tous les moteurs en même temps, pas plus que je ne pourrais les conduire tous en même temps, c'est pourquoi Voom mérite votre attention. Voom, c'est un fournisseur d'assurance qui propose une couverture payée au kilomètre.
Vous prenez une photo de votre kilométrage chaque mois et vous ne payez que pour la distance parcourue. Pourquoi prendre plusieurs polices d'assurance complètes pour plusieurs motos, ou même pour la moto qu'on utilise une fois par an? Cliquez sur le lien dessous et demandez un devis. Si vous habitez dans un de ces états, vous pouvez économiser jusqu'à 60% pour votre assurance moto dès maintenant. Cliquez sur le lien, faites un devis, vous verrez ce que vous aurez.